Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président Paul Biya? Pour discuter? Oui, face à Non, face. non, pas encore. Alors tout à l'heure, je vous ai écouté. Oui. Vous avez rencontré Cabral Libi. Vous Oui. avez discuté avec lui. Vous avez rencontré Serge Espoir Matomba. Et plusieurs autres candidats, oui. Je vais me focaliser un tout petit peu sur Cabral Libi parce que vous avez dit que sa vision des choses était presque... Il est resté constant. Tout à fait. Il a une démarche assez crédible, il est resté constant, oui. Alors pourquoi n'avez-vous pas fait le choix de cette personne avec qui vous avez pu discuter? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ne supportiez pas Cabral Libi? Je vous réponds aisément. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Nous avons estimé, sur une démarche absolument réaliste, que le candidat issu de l'opposition qui pourrait faire face à M. Biya serait l'une de ces figures, mais à condition qu'elle soit soutenue, qu'elle soit accompagnée et greffée par d'autres candidatures fortes. Vous imaginez un Cabral Libi qui est soutenu par les candidats du Grand Nord, par exemple? Ça pourrait faire basculer Tout à fait. chose. Jusqu'aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait une perspective qui aille dans le sens de voir un Cabral Libi demain qui sera soutenu par Bello Bouba, encore moins Issa Chiroma Bakary. Donc, nous avons fait ce diagnostic-là et nous avons estimé que malheureusement, il est en train d'y aller seul. Et comme nous voulons absolument voir implémenter notre manifeste de transition politique refondatrice, nous allons vers celui qui présente le mieux de garanties et de chances de se retrouver là au lendemain du 12 octobre prochain. Alors, j'aimerais vous poser une question. Je suis là pour ça. Vous avez décidé de soutenir le président Paul Biya. Ça veut dire que de manière indirecte, vous ferez sa campagne. Vu que lorsqu'on soutient un candidat, on se bat pour qu'il arrive à la tête du pays au soir du 12 octobre. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des visites opérées par les différents candidats d'élection présidentielle et qui vont rencontrer le professeur Maurice Kamto? Est-ce que vous n'avez pas peur pour le candidat que vous soutenez? Alors, quelle peur j'aurais parce que quelques candidats à l'élection présidentielle vont voir quelqu'un qui n'est pas Un leader politique, il faut le dire. certainement. Influent, il faut le dire. Alors, il faut relativiser Allez-y. ce que vous mettez dans votre influence. S'il avait été aussi influent que ça, il aurait démontré en ayant une représentativité suffisamment forte au sein des institutions. Notre démocratie se juge à l'aune de la représentativité, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons estimé, je l'ai dit et martelé, c'est ce qui me vaut d'ailleurs toutes les critiques acerbes des militants et des proactifs de ce parti politique. Je l'ai dit, le niveau de popularité qu'avait atteint le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, en 2020, au lendemain de l'élection de 2018, lui aurait permis d'engranger au moins un groupe parlementaire, donc 15 députés, tout à fait, au moins, à l'Assemblée nationale, et des dizaines de mairies et des centaines de conseillers municipaux. L'ayant dit, j'ai reçu toutes sortes d'abjections, toutes sortes de fatwas. Donc aujourd'hui, que ces leaders sont revenus à la charge, non pas pour faire une espèce de meilleur culpa, mais pour assumer leurs contradictions en voulant candidater. Il faut qu'ils assument leur propre turpitude. Et penser qu'ils sont subitement devenus des faiseurs de roi, je dis, mais attention, mais quelle hérésie. Il faudrait qu'on fasse très attention. Non. Quand un leader politique décide de s'auto-exclure d'un jeu démocratique, pour moi, il est exclu. Nous fonctionnons avec ceux qui ont accepté de faire le jeu sous la coupole de la réglementation en matière électorale. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Vous avez écouté un leader comme Cabral Libi, vous avez écouté Serge Espoir Matomba. Ils auraient pu s'inscrire dans le boycott, mobiliser un certain nombre de raisons, exiger que la crise anglophone cesse d'abord, et ainsi de suite, des raisons comme celle-là, politiciennes. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils font un travail conséquent sur le terrain. Donc, le fait de penser qu'on va se donner une nouvelle virginité politique parce qu'on reçoit des leaders politiques... Vous pensez que ces visites n'auront aucun effet? Non, pas du tout. Il ne faut pas surestimer cela. Ces candidats font-ils un mauvais choix? Mais ces candidats rencontrent d'autres leaders politiques. Moi, j'en ai reçu quelques-uns, non? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'écris sur tous les toits? Mais non, il faut savoir garder un peu de modestie. Hein? Savoir garder un peu de modestie. Je crois que ce qui a tué ces leaders et qui le condamne aujourd'hui à être dans le cimetière politique, hein, je parle du professeur Maurice Kamto, c'est le fait justement de s'être surestimé en certains moments, d'avoir pensé qu'il avait le monopole de l'intelligence politique. On voit très bien aujourd'hui qu'il est totalement mis hors jeu par ceux qui lui-même a critiqué hier. Hein, vous savez, vous avez vu son clipon avec Cabral Libi et vous voyez aujourd'hui que Cabral Libi ou Serge Espoir Matomba sont les leaders les plus en vue par rapport à lui. Donc, qu'ils assument simplement. Mais la gesticulation autour des va-et-vient, des rendez-vous et quelques communiqués sur Facebook ne vont pas lui donner une aura qui permettra que les uns et les autres disent que non, il influencera le cours de l'élection présidentielle, que non, je ne vois pas à quoi. Et d'ailleurs, j'ai lu un communiqué en entrant ici que le président du MRC, je crois Mamadou Douda, en appelle, ils sont encore en train d'inscrire dans le boycott, ils en appellent encore leurs militants et leurs sympathisants à ne pas s'affilier au jeu démocratique, donc à ne pas voter pour tel ou tel candidat. Voyez-vous, c'est des logiques qui contribuent à détruire de l'intérieur ces partis politiques-là. Ils ne l'ont pas vu hier. Et le fait qu'ils continuent à s'inscrire dans cette logique-là, je ne donne pas longue vie à ces partis politiques-là qui, malheureusement, continuent de se tirer des balles sur les pieds et mourra assurément dans les prochains jours de sa belle mort. Vous avez dit que vous êtes un homme qui assume ses positions. Oui. Je vais vous poser une question ce soir. Docteur, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des routes au Cameroun? Des routes? Oui. Alors, c'est une question là. La vérité, c'est que l'état de route dans notre pays est globalement désastreux. Je prends les routes les plus significatives. Les routes les plus significatives, quand vous partez de Yaoundé pour Douala ou pour Douala pour Yaoundé, vous ne savez pas si vous arriverez à un seul morceau. Pour la simple raison que en fait, c'est pas l'autoroute, hein, c'est pas une autoroute. Cette piste-là ressemble davantage à un axe de la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé malgré les gros budgets qu'on nous a dit mobiliser depuis quelque temps? J'ai scruté personnellement les sorties du ministre Nganou Djoumessi, le ministre de la République, depuis quelque temps. Je les scrute. Je suivais récemment
le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Ouais. qui, dans une sortie, je ne sais pas si elle était voulue ou elle était privée, rappelait que le même ministre des Travaux publics a fait des merveilles à l'ouest du Cameroun, hein, a construit des routes qui vont chez lui. Je ne sais pas pour quel intérêt. Est-ce parce que c'est chez lui? Et au point où nous, par exemple, au sud, vous savez, moi je vous rappelais tout à l'heure que je suis à 70 km, Ouais. presque 77, des Boulevards, chef-lieu de la région du sud, donc la région du chef de l'État. Et il n'y a pas de route chez moi. Il n'y en a pas. Je vous le dis pour être honnête et conséquent. À qui la faute, docteur? Je vous le dis pour être honnête. Docteur, à qui la faute? Permettez une de répondre. Pour être honnête et conséquent envers moi-même. Parce que vous savez, ceux qui disent souvent que le président de la République a géré avec son clan, c'est une belle réponse que je leur sers. Moi, je suis Boulou, Vaille, je suis Cameroun. Mais je vous dis que je suis à 77 km des boulevards, mais je n'ai pas de route. Alors, est-ce que quelqu'un qui a l'habitude de mettre ce type d'argutie pour jeter l'opprobre sur toute une tribu, est-ce que cette personne peut imaginer un seul instant que moi et vous aujourd'hui, qui décide pour les raisons que je viens de vous évoquer, soutenir la candidature de Paul Biya, ne arrive aujourd'hui à ne pas aller chez lui? Quand je vais à Ebolova, je laisse ma voiture à Ebolova et je continue en cherchant une moto, je ne sais pas pourquoi, pour regagner mon village. Est-ce que la personne qui ferait ça normal? C'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle et d'être conséquent avec soi-même. Donc, ma démarche, voyez-vous, elle est conséquente. Elle est conséquente. Vous gardez vos positions. Je suis conséquent avec ma position. La réalité, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il y a eu un problème de gouvernance sectorielle. Il y a des ministres et des membres du gouvernement. Vous parlez d'Emmanuel Ngadou du Messi? Oui, il y a eu un problème de gouvernance sectorielle. Lorsqu'on parle de table rase, c'est-à-dire le mettre de côté? Je parle de gouvernance sectorielle, c'est-à-dire que... Donc, si vous étiez demandé aujourd'hui, puisque vous parlez de faire table rase et de recommencer avec le président Paul Biya, si vous étiez demandé aujourd'hui de dire ou pas, si on reste avec le ministre des Travaux publics actuel, vous direz quoi? En fonction de ce que vous vivez au quotidien. Je parle de refondation des institutions. La refondation exclut-elle l'exclusion du ministre des Travaux publics actuel? Je ne parle pas de personne. Il a le choix, le libre choix de nommer qui il veut. C'est lui le président de la S'il vous demandait conseil, de... justement, de l'avenir du ministre des Travaux publics. Mais à la lumière du bilan catastrophique que moi je mettrais à porter, s'il m'était demandé justement d'apporter un conseil au président de la République. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas l'avis de vous autres ou de quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je suis extrêmement déçu de l'état de route d'un pays. Alors, docteur, est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur que cette volte-face, parce qu'on vous connaissait, docteur Daniel Couteau, vous étiez l'un des analystes politiques, alors là, les plus virulents à l'égard du gouvernement. Je me rappelle encore de votre passage sur ce plateau, vous parliez des tas d'immondices que vous avez rencontrés sur le chemin en venant ici. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette volte-face vous fait perdre en crédibilité? Parce qu'il y a des personnes, docteur, qui vous aimaient pour vos analyses, parce que vous parliez de la souffrance des Camerounais. Alors aujourd'hui, d'entendre que ce docteur soutienne celui-là même qui est à la tête du gouvernement, dont vous étiez très critique, est-ce que vous imaginez comment ces personnes-là peuvent se sentir aujourd'hui? Est-ce que votre crédibilité aujourd'hui ne peut pas être remise en jeu? Moi, je suis extrêmement conséquent. C'est une question de cohérence. Je ne sais pas si parce qu'on décide de soutenir en mobilisant un argumentaire comme celui que je viens de mobiliser, pour dire que nous nous positionnons derrière un candidat politique pour une échéance électorale, je ne sais pas si cela enlève les qualités d'analyse ou d'analyste politique sérieux que je suis au départ. Parce que la réalité, vous parliez, pour revenir sur votre illustration, d'état d'immondices que je croisais chez moi depuis le moment jusqu'à Binouz à Oudja. Et si aujourd'hui, je remarque par exemple, bien que cela épouse un contexte, on voit que Yaoundé est devenu conjoncturellement un chantier, on voit des bulldozers un peu de partout, on redécouvre qu'il y a des agents de la mairie qui peuvent balayer des rues et que Yaoundé recommence à dégager une certaine splendeur. Si je le dis, est-ce que je serai en contradiction avec moi-même? Que non, je crois que c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle. N'est-ce pas? Être analyste politique ne signifie pas tout peindre en noir et faire fi de ce qui est, parce qu'on craindrait justement qu'on vous lance des fatwas ou qu'on vous couvre de toutes les formes d'abjection. Moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis resté droit dans le bout. Vous voyez, depuis que, il y a encore quelques années, j'avais été consultant dans une chaîne de télévision, tout à fait côté de Douala, et vous savez que depuis le schisme avec cette chaîne de télévision, je reçois toutes sortes de coups dans l'espace socio-numérique. Et depuis que j'ai osé critiquer, entre guillemets, un leader qui n'avait pas de leader politique, qui n'avait pas, de mon point de vue, qui avait fait une grosse erreur de mon point de vue, en refusant de prendre part à l'élection au double scrutin municipal et législatif de 2020. Vous parlez de Maurice Kamto? Oui, bien entendu. Vous savez tout ce qui s'est abattu sur moi en termes d'abjection. C'est allé dans tous les sens. Et j'ai des amis aujourd'hui qui continuent à me regarder en chaîne de France simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des idées qu'on peut assumer en toute sincérité. Je ne fonctionne pas comme une girouette, c'est-à-dire je ne vais pas dans le sens du vent. Ce que je sais, c'est que je suis un intellectuel qui s'assume. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'universitaires qui s'assument, hein. Beaucoup se limitent à conférer leur petit strapontin, voilà, à dire les choses dans le sens d'embellir, parce qu'il ne faudrait pas blesser tel ou tel. Moi, mon éducation parentale familiale m'a appris à dire les choses telles que je les vois et à assumer des positions que j'estime justes. Aujourd'hui, le regard que j'ai, c'est que si on m'amène une Bible et on me dit David Eboutou, est-ce que vous pouvez jurer qu'au lendemain 12 octobre prochain, ce sera le président Paul Biya que vous verrez là? Je suis capable de jurer que ce sera lui, à la lumière d'un certain nombre d'éléments que j'ai à ma possession. Parlons des éléments, David. Je vous pose la question, qu'est-ce qui fait la différence pour vous entre le candidat que vous avez décidé de soutenir, le président Paul Biya, et les 11 autres qui sont en course? Qu'est-ce qui fait la différence entre le président Paul Biya et les 11 autres? D'abord, sa très grosse expérience à la tête de l'État, c'est quelqu'un qui cumule pas moins de 60 ans à la très haute charge de l'État. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il soit président de la République aujourd'hui, nous oublions parfois que M. Biya, c'est un très haut fonctionnaire. Il n'a pas connu l'administration centrale. M. Biya rentre au Cameroun en 1962. Il est directement recruté comme ministre chargé des missions de la présidence de la République. Il avait 29 ans, tout à fait. Donc c'est depuis l'âge de 29 ans qu'il côtoie les cimes
hein, de l'État. Donc il a une certaine maîtrise. Et cela rentre déjà en rapport avec ce que nous voulons. Nous voulons un leader hautement expérimenté qui peut, loin de tout engagement, se dire que je suis en mon mandat épiloguaire, mon mandat de fin. Ce que nous considérons comme un mandat naturel. Et il peut donc décider justement de se mettre au-dessus de la mêlée, ne pas servir un temps. Quand je parle de temps, je parle d'un temps partisan, du point de vue militant. C'est-à-dire que les militants du RDPC vont m'en excuser. On a bien eu l'impression que le président, toutes ces dernières années, a voulu gérer avec ceux qui lui auront permis de rester là. Maintenant, nous estimons qu'il les a suffisamment récompensés. Suffisamment récompensé. Il est à un tournant. Il a un mandat de fin, lequel mandat nous estimons qu'il peut, fort de sa posture aujourd'hui, le transformer en un mandat transitoire. Voilà un élément pour nous qui nous semble assez conséquent pour que nous le soutenions. Alors, docteur David, pourquoi... Donc, nous avons une démarche davantage intellectuelle. Alors, pourquoi vous avez attendu l'élection présidentielle pour apporter votre soutien au président Biya? Vous aurez pu le faire avant. Pourquoi avoir attendu ce moment, l'élection présidentielle? Il n'était pas interdit au CPF 2025, vous l'avez dit, vous excitez depuis 2 ans. Pourquoi avant vous n'avez pas apporté ce soutien à Paul Biya? Au contraire, vous étiez totalement à l'opposé de ce que le gouvernement pouvait proposer. Pourquoi seulement maintenant et pas avant? Je vous ai rappelé que ça fait 2 ans que le CPF 2025 est en œuvre. Et je vous ai rappelé que nous avions une démarche, un itinéraire, une trajectoire. Nous avons rencontré des leaders associatifs, des leaders politiques, des mouvements, des plateformes et autres. Nous avons discuté. Pendant 2 ans, nous avons discuté. Vous m'avez vu tourner, je vous prends à témoin, Loïc. J'y suis allé partout. Les membres de mon collectif et moi-même. Nous avons conseillé, nous avons aujourd'hui tout un document, hein, avec des avis collectés ici et là. Nous avons discuté, nous avons conseillé. Et donc, après avoir récolté ces avis, nous avons décidé en âme et conscience, sur une perspective, j'insiste là-dessus, une perspective essentiellement réaliste, de nous poser une question simple. Qui, après toutes ces consultations, peut le mieux, peut nous donner les garanties de porter le manifeste de la transition politique fondatrice au lendemain du 12 octobre prochain? Nous avons regardé. Et qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui, le plus se présente le mieux de garantie d'être là en fait, au lendemain du 12 octobre prochain. C'est le président Paul Biya. Voilà pourquoi nos conclusions, les conclusions de nos travaux dans le manifeste qu'on a distribué un peu de partout et qui a circulé, démontrent très bien pourquoi notre cheminement aboutit à la personne. Alors, docteur, nous allons sortir de la première partie de notre échange parce que la deuxième partie sera par ailleurs consacrée à un échange avec un journaliste de la maison, mais je m'en vais vous poser une dernière question parlant un tout petit peu de ce que moi je vais appeler des entrants et des sortants. Je vais vous considérer comme étant un entrant parce que vous avez décidé d'apporter votre soutien à Paul Biya. Qu'est-ce que vous pensez des sortants, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Magari, qu'on peut considérer aujourd'hui comme des sortants et qui ont décidé d'être des candidats et qui vont être à l'opposé du vôtre et qui ont décidé d'aller sur la course de l'élection présidentielle et ils sont contre votre candidat? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Je pense que c'est des candidats qui ont une certaine épaisseur dans le Grand Nord, dans le Septentrion, notamment Bello Bouba Magari. C'est lui que je considère d'ailleurs comme le leader de l'opposition du point de vue de la... Pas Issa Chiroma? Non, je me permettez, je considère M. Bello Bouba Magari comme le leader de l'opposition du point de vue, comme je vous expliquais tout à l'heure, de la représentativité démocratique. Vous savez très bien que c'est lui qui a le plus grand nombre de députés, le plus grand nombre de sénateurs aujourd'hui au niveau de l'opposition. Et donc, quand je l'ai dit, vous savez qu'il contrôle carrément toute une région. Le président du conseil régional de la Damawa, c'est bien un membre de l'UNDP. Tout à fait. Et donc, c'est des gens qui pèsent, mais qui ont confiné malheureusement leur popularité au niveau régional. Donc, je considère ces leaders comme étant des leaders régionaux. Et je ne crois pas que leur bilan au niveau du gouvernement soit suffisamment éloquent pour militer en leur faveur. Et donc, de ce point de vue-là, j'estime qu'ils sont hors jeu et bonne chance pour eux. Mais docteur, on a vu la foule, toute la foule autour de Issa Chiroma Bakary, qui est presque déjà en campagne, qui n'a pas peur d'aller rendre visite à des personnalités. Lorsqu'il arrive dans une localité, on voit des personnes autour. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, vous qui avez décidé de s'allier ou alors de dire oui au président? Vous m'avez déjà vu lorsque je passe dans des marchés ou dans des lieux populaires, dans des bars, dans des lieux privés. Vous êtes une véritable rockstar alors? C'est la réalité. Donc, pour vous dire que donc vous avez la capacité d'attirer la même foule que Issa Chiroma Bakary? La popularité se juge à l'aune d'une échéance électorale, qui est en réalité la principale évaluation dans le champ démocratique. Nous sommes là en plein dans un scrutin qui va se tenir dans quelques jours. Oui. On attend donc de voir comment cette foule va se muter en masse électorale pour influencer le cours des votes. J'attends de voir. Tout le monde peut acclamer, tout le monde peut en rire, tout le monde peut applaudir. Vous savez même que dans les masses, il y a des fous. Tout à fait. On peut donc applaudir parce que la foule n'est pas toujours ce qu'on recherche quand on va à une échéance électorale aussi sérieuse comme la présidentielle. Je veux ensemble qu'on regarde une de vos sorties, puisque vous avez dit lors de cet échange que vous êtes un intellectuel qui assume ses propos, qui n'a pas peur de prendre position. Vous avez même pris un exemple avec ces intellectuels qui restent dans des bureaux et qui ont peur de prendre position. Je vous propose qu'on regarde une vidéo, une de vos sorties, et vous collerez en commentaire juste après. Je n'ai connu que le président de la République. Moi, je suis un fils du renouveau, je suis né sous le renouveau. Je ne connais que lui. Et je n'ai pas beaucoup d'espérance sous le renouveau. J'ai beaucoup de regrets de savoir que je suis né sous ce régime-là qui nous a plongé dans une incurie généralisée. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Vraiment, on n'a pas besoin de mobiliser de grandes théories pour s'étonner de ce qu'un grand pays comme le Cameroun est devenu aujourd'hui, la risée du monde entier. Rien ne marche. Quel est le secteur aujourd'hui qui marche au Cameroun? Et c'est dans cette incurie généralisée là qu'on voit quand même des gens qui se lèvent pour appeler pour faire des appels de motion de soutien, tel que nous l'aurions souhaité. C'est d'ailleurs pour cela que nous, au CPF 2025, avons pris
justement une autre posture, celle de travailler plutôt pour la transition politique en soutenant un candidat qui est le mieux. Alors, docteur, je vous ai vu regarder l'extrait qui a été diffusé. Oui. Vous avez parlé de ce pays, le Cameroun, Oui. qui va mal. Oui. Un pays dirigé par le président Paul Biya, un pays dirigé par celui que vous avez décidé de soutenir aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut passer de ce David Eboutou, parce que j'ai envie de vous poser la question, si vous aviez ce David Eboutou qu'on vient juste de voir C'est le même. sur les plateaux de chaînes concurrentes, qu'est-ce que vous lui diriez à ce David-là, qui portait critique à ce Cameroun qu'il a décrié comme étant un Cameroun qui ne va pas bien? D'abord, c'est le même David Eboutou que vous avez en face de vous. Et je note que le Cameroun n'est pas devenu un paradis en tout temps, je ne l'ai jamais dit. Ce que j'ai dit, justement, c'est que fort de ce constat d'affaissement de notre pays, nous proposons que le Cameroun rentre dans une phase transitoire. Et rentrer dans la phase transitoire, d'un point de vue politique, ce que nous avons appelé la refondation, c'est justement de dynamiser les institutions, permettre que toutes les énergies positives viennent travailler à sortir le Cameroun de ce marasme. Et nous positionnons derrière quelqu'un qui nous semble présenter le mieux de garantie pour se retrouver là au lendemain du 12 octobre prochain, pour des raisons que j'ai commencé à évoquer. Il a une certaine expérience, il connaît le mieux les institutions aujourd'hui. La plupart des candidats qui se retrouvent là, outre Belbouba Magari, Chiroma, qui ont flirté avec la très haute administration, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc, et l'État, il faut être un peu sérieux quand on parle de l'État, quand on parle de gestion des institutions. Or, ici, le CPF 2025 se positionne en faveur de la réforme des institutions. Nous voulons donc travailler avec un candidat qui, lui, transforme sa mandature en un chantier de réforme institutionnelle. C'est pour cela qu'en cohérence avec le David Eboutou, qui est le même, que ce soit, nous disons que nous positionnons derrière lui pour qu'on soit au lendemain du 12 octobre prochain qu'il engage le Cameroun dans un chantier transitoire à travers ce que nous avons appelé la transition politique refondatrice. Merci docteur. Alors nous allons passer à la dernière image. Ça sera la dernière image de cette rubrique. Lui également, c'est une personnalité, mais de ce pays. Ah ben le professeur Maurice Kamto, brillant intellectuel, grand scientifique, mais piètre politicien. Piètre politicien? Oui, extrêmement contradictoire, qui multiplie des positions les unes plus contradictoires que les autres, qui... c'est pas trop fort, docteur. Non, c'est la réalité, c'est la réalité, et qui malheureusement est l'une des principales causes du dérèglement politique dans l'espace public aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'on a aujourd'hui des espèces de néo-opposants qui insultent tout le monde dans les réseaux sociaux et qui se découvrent une passion politique, c'est parce que, d'ailleurs vous les avez suivis, comme dit va, je va, tel va, je va, des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose d'assez dégoûtant. Et aujourd'hui, il assume simplement sa propre turpitude, ses propres contradictions. C'est-à-dire que, ayant refusé de prendre part au double scrutin municipal et législatif de 2020, il s'est retrouvé à multiplier les contradictions qui l'ont amené aujourd'hui à se retrouver exclu. En fait, il s'est auto-exclu du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, et en réalité, il doit en vouloir et s'en prendre qu'à lui-même. Je ne vais pas revenir sur ce lot de contradictions qui font que pour moi, je considère que M. Maurice Kamto se trouve dans le cimetière politique. Dans un cimetière politique? Oui, c'est-à-dire pour moi, c'est un homme du passé. S'il veut donner vie au MRC, qu'il fasse la passe à quelqu'un de plus vigoureux, de plus sympathique vis-à-vis de l'opinion. Et je vois une figure qui m'intéresse dans ce parti-là comme Maître Sim. C'est quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Ouais. Vous demandez à Maurice Kamto de laisser la place à Maître Sim? Oui, en fait, tout ça c'est... Vous pensez qu'il pourrait faire? Non, je suis en train de vous dire que, de mon point de vue, moi qui observe ce parti politique, vous aurez préféré... une figure comme Maître Sim pourrait revitaliser ce parti politique-là qui est en plein lambeau.